Donc bienvenue pour cette partie sur les sommes de Riemann, hein, donc une partie de ce cours sur l'intégration. Donc tout d'abord, on va se donner un entier naturel n non nul, et on va, étant donné qu'on travaille sur le segment A, B, on va découper ce morceau de façon régulière. Donc ça veut dire avoir une subdivision régulière. Ça veut dire qu'en fait, on va le découper en n morceaux égaux. Donc le premier qui est là, c'est A, c'est sigma 0. Le deuxième, c'est sigma 1. Le deuxième, c'est sigma 2, etc. jusqu'à sigma n. On prend ce segment-là, AB, et on le divise en n segments comme ça, et on note sigma 0, sigma 1, sigma 2, les différentes extrémités de ces segments-là. Ça veut dire que, en fait, la longueur d'un intervalle, comme on prend un segment de longueur BA, et ben la longueur de chacun de ces segments, vu qu'il y en a n, sera b-1 sur n. Donc le premier, c'est sigma 0. Le deuxième, comme on passe de sigma 1 à sigma 0, ben on passe de sigma 1 à sigma 0 en faisant plus b-1 sur n. Ici, j'ai un intervalle de longueur b-1 sur n. Ici, je prends un segment de longueur b-1 sur n. Et je les prends tous de longueur b-1 sur n, ce qui fait bien que la somme fait bien un truc de longueur b-1, c'est-à-dire la longueur du segment AB que j'ai. Et donc, ici, sigma 1, c'est A plus b-1 sur n. Sigma 2, c'est sigma 0 plus 2 fois b-1 sur n, parce que je suis parti de là, j'ai rajouté b-1 sur n plus b-1 sur n, etc., etc. Donc au final, je peux généraliser ça en disant que sigma i, c'est A plus b-1 sur n, ou b-1 sur n, c'est la longueur, je peux l'appeler h, de chacun de ces petits segments. Et alors le théorème des sommes de Riemann me dit la chose suivante. Si je calcule, donc ça je l'appelle sigma i, si je fais la somme de tous ces f de sigma i quand i varie entre 0 et n-1, que je multiplie ça par b-a sur n et que j'étende ça vers plus l'infini, n vers plus l'infini, ça tend vers l'intégrale de f. Comment on peut comprendre ce résultat-là? Donc là j'ai pris un exemple d'une fonction, donc la fonction que j'ai prise, c'est la fonction qui est là. Hop. Donc j'intègre cette fonction entre a et b. Ici j'ai découpé ce segment-là en 10 parties, si je ne me trompe pas. 3, 5, bien 10 parties. Et ici, vous voyez, si je calcule l'aire de ce rectangle, donc ici je vous rappelle que A c'est sigma 0, si je veux calculer l'aire de ce rectangle-là, ça sera sa hauteur, donc la hauteur de ce triangle c'est f de sigma 0, fois la hauteur, donc ça c'est la hauteur de ce rectangle, fois sa largeur, et sa largeur ici c'est b-a sur n. Maintenant, si je calcule l'intégrale, l'aire de ce deuxième rectangle, eh bien, ça sera toujours pareil, sa base fois sa hauteur, et sa hauteur, cette fois-ci, ici il y a sigma 1, donc ici sa hauteur sera f de sigma 1. Donc la somme des aires de tous mes rectangles, c'est à chaque fois la largeur b-a sur n, fois la hauteur f de sigma i, et je somme ça pour les n rectangles. Donc si je somme ça pour les n rectangles, d'abord ici il y a f de sigma 0, après il y a f de sigma 1, etc., etc. Et vous voyez le dernier ici, la hauteur elle est donnée par sigma n-1, sigma n il est là, et donc ici la dernière hauteur que j'ai prise c'est f de sigma n, moins 1. Donc si je veux la somme de tous ces aires là, c'est la somme de ces aires là, évidemment le b-a sur n, je peux le sortir. Et donc vous voyez, j'obtiens ici la somme de ces rectangles là, elle a l'air d'être assez proche à l'aire sous la courbe de ma fonction que j'ai tracée en rouge. Il y a des écarts, certes, mais on a l'impression qu'ils doivent plus ou moins se compenser. Et donc ce que nous dit le théorème, c'est que plus n est grand, plus cette grandeur-là va tendre vers l'intégrale de f. L'intégrale de a à b de f, on rappelle que c'est l'aire sous la courbe, donc c'est cette aire-là, qui est une aire qui est compliquée à calculer, alors que l'aire des rectangles, c'est une aire qui est plus simple, mais c'est une approximation. Et c'est ce que nous dit ce théorème. Donc ici, ça c'est ma première somme qui est là, c'est quand je fais des rectangles. Vous voyez, le premier rectangle, je me suis arrêté, la hauteur, j'ai pris une hauteur à f de sigma 0. J'aurais pu faire une deuxième variante. Donc, je fais une deuxième variante.
où au lieu de prendre la hauteur, donc ici à sigma 0, ici il y a la hauteur sigma 1, au lieu de prendre la hauteur à sigma 0, je prends la hauteur à sigma 1. Auquel cas, ici, j'aurai du f de sigma 1 pour l'aire de ce rectangle-là, au lieu de f de sigma 0. Et donc si je fais ça, au lieu de calculer f de sigma, au lieu de calculer avec f de sigma 0 jusqu'à f de sigma n-1, j'aurai le premier, ce sera f de sigma 1, et le deuxième sera donc AB f de sigma n. Dans tous les cas, il doit y avoir n rectangles, donc soit je somme entre sigma 0 et sigma n-1, soit je somme entre sigma 1 et sigma n. De cette façon-là, il y a bien n rectangles, ça correspond bien à mon dessin, à chaque fois je divise en n rectangles. Et donc ceci et ceci, donc cette première somme, c'est ce reste-là, et cette somme-là, c'est cette somme-là, donc en fait, vous voyez, c'est quasiment les mêmes rectangles, sauf qu'ils n'ont pas à chaque fois la même hauteur, ils ont à chaque fois les mêmes bases, mais pas les mêmes hauteurs. À chaque fois, c'est une approximation non intégrale. Et donc, il faut qu'on démontre ce théorème. Alors, la démonstration, dans le cas continu, donc vous voyez, mon hypothèse, c'est que f est continu. C'est important de bien vérifier l'hypothèse d'un théorème. Ici, c'est que la fonction est continue. Ici, on va le démontrer quand f est de classe C1, parce que c'est plus, ça mène à une démonstration plus simple. Donc, on va faire la démonstration dans ce cas-là. C'est le cas qui est au programme. Donc, thème, si f est de classe C1. Si f est de classe C0, on admet le théorème entre A et B de R. Une fonction de classe C1. Alors si je prends une fonction de classe C1, je sais que f' est continue. Et donc si elle est continue, d'après le théorème des bornes atteintes, je sais que f' elle est bornée. Donc ça c'est le théorème des bornes atteintes qui me le dit. Toute fonction continue sur un segment, ici on est sur AB, est bornée. Donc ça me dit qu'il existe un M appartenant à R+, tel que pour tout x appartenant au segment AB, f de x prime est plus petit que m. Donc ça c'est un truc que je vais pouvoir me servir plus tard, mais quand j'ai un truc comme ça, déjà je peux écrire l'inégalité des accroissements finis, et donc je peux dire que quel que soit x appartenant à AB, quel que soit y appartenant à AB, l'écart entre f de x et f de y en valeur absolue est majoré par m facteur d'x moins y en valeur absolue. N'oubliez pas les valeurs absolues. Donc ça c'est un truc qu'on sait d'après le cours sur la dérivabilité. Si vous l'avez oublié, il faut le réviser. Et maintenant, je vais vous démontrer que ça tend vers ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ça moins ça, et je vais essayer de démontrer que c'est petit. Alors c'est parti. Donc je vais calculer l'intégrale de a à b de f de x dx moins ce que je... Donc ça c'est la fonction moins la somme. Donc la somme de i égale 0 à n-1 de b-a sur n f de sigma i. Alors le problème, et ça évidemment je vais essayer de le rendre petit en valeur absolue, donc je vais mettre des valeurs absolues dès maintenant, ce sera toujours ça de fait. Le problème quand j'en suis à un truc comme ça, c'est que ici, là j'ai une intégrale mais j'ai pas de somme, et là j'ai une somme, donc ça se marie pas très bien. Donc la première étape que je voudrais faire, c'est séparer cette intégrale-là en la calculant une somme. Et ça je peux le faire grâce à Chal. Chal, il va nous dire que cette intégrale-là, je peux dire c'est l'intégrale entre sigma i et sigma i plus 1, quand i varie entre 0 et n-1. Pourquoi je peux faire ça? Parce que l'intégrale de cette fonction-là, je peux dire c'est l'intégrale de la fonction entre là et là, donc entre sigma 0 et sigma 1, puis entre sigma 1 et sigma 2, etc. etc. Donc à chaque fois je somme jusqu'à entre sigma n-1 et sigma n. C'est pour ça que je m'arrête à n-1 ici, pour que le sigma i plus 1 vaille sigma n. Donc ça c'est de f de x dx. Vous voyez, l'avantage de faire ça, c'est que cette intégrale-là, maintenant, je l'ai écrit comme une somme, donc elle va plus se ressembler à celle-là. Ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est que ces termes-là, j'arrive aussi à les écrire comme la forme d'une intégrale. Comme ça se mariera beaucoup mieux s'il y a des intégrales dans les deux cas. Comment je peux faire ça? Eh bien ça, je peux dire que c'est l'intégrale entre sigma i et sigma i plus 1 de f de sigma i dx. Pourquoi je peux écrire un truc comme ça? Parce que ici, f de sigma i, je peux le voir comme une constante que j'ai intégrée sur un intervalle de longueur b-a sur n. Et donc, si je l'écris comme une intégrale, si je veux calculer cette intégrale-là, ça c'est un truc constant. Donc, si je veux calculer l'intégrale de ça, je ferai f de sigma i fois ça moins ça. C'était la propriété numéro 6 de la proposition numéro 1. Quand je veux intégrer
une fonction constante entre a et b, c'est lambda facteur de b moins a. Donc si j'applique cette formule-là, ceci est bien égal à ceci. Alors ici, a vaudra sigma i et b vaudra sigma i plus 1. Et sigma i plus 1 moins sigma i, c'est la longueur de l'intervalle, c'est bien b moins a sur n. Et donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est que j'ai deux sommes, je peux les réunir. Donc je peux dire que c'est la somme de i égale 0 à n-1 de la différence entre ces deux intégrales-là. Mais ces deux intégrales-là, par linéarité de la somme, la linéarité de l'intégrale, pardon, c'est l'intégrale de sigma i à sigma i plus 1 de f de x moins f de sigma i. Alors j'ai oublié le dx. Donc ça, c'est quand j'utilise la linéarité de l'intégrale. Maintenant, j'ai la valeur absolue d'une somme. Je peux dire que c'est plus petit que la somme des valeurs absolues, c'est l'inégalité triangulaire. Donc j'ai plus petit que la somme de i égale 0 à n-1 de la valeur absolue de l'intégrale. Mais la valeur absolue de l'intégrale, je peux dire que c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Je peux ici, parce que les bornes sont dans le bon sens, sigma i est bien plus petit que sigma i plus 1. Alors quand c'est le cas, c'est pas la peine de le préciser, mais quand c'est pas vrai, il faut bien faire un changement, il faut bien mettre un signe moins pour compenser le fait qu'on intègre une intégrale avec les bornes qui ne sont pas dans le bon sens. Donc là, je peux dire que c'est plus petit que f de x moins f de sigma i dx. Et là, maintenant, c'est le moment où je vais utiliser le fait que je sais que f, elle est m lipschitzienne, et je peux dire que ça, c'est plus petit que m, facteur de x moins y. F de x moins f de y, c'est plus petit que m fois la différence des deux trucs. Et donc là, je peux dire que c'est plus petit que la somme de i égale 0 à n-1 de l'intégrale entre sigma i et sigma i plus 1 de x moins sigma i dx. Mais vous voyez ici, donc ça c'est par croissance de l'intégrale, ça c'est plus petit que ça, donc l'intégrale de ça c'est plus petit que l'intégrale de ça. Et ça, je peux encore le majorer. Par quoi je peux le majorer? Par la valeur maximum que peut prendre x moins sigma i. Donc vous voyez ici sigma i il est là, sigma i plus 1 il est là, x il est là. Donc je calcule x moins sigma i, c'est la distance entre x et sigma i. Et comme x il se balade entre là et là, cette distance, au pire, la plus grande valeur qu'elle peut prendre, c'est en étant à sigma i plus 1, ce faisant, j'aurai du sigma i plus 1 moins sigma i. Donc ça, je peux dire que c'est plus petit que la somme de i égale 0 à n-1 de l'intégrale entre sigma i et sigma i plus 1 de sigma i plus 1 moins sigma i. Alors je peux enlever les valeurs absolues parce que sigma i plus 1 il est bien plus grand que sigma i. Et donc ça c'est dx. Là à nouveau j'ai l'intégrale maintenant d'une fonction constante. Donc je peux calculer cette intégrale là. Donc, là je suis toujours avec cette somme là, la somme de égale 0 à n-1. Donc j'intègre, donc c'est la constante, donc ici sigma i plus 1 moins sigma i, fois la longueur de l'intervalle, ici c'est sigma i plus 1 moins sigma i, donc ça fait sigma i plus 1 moins sigma i, le tout au carré. Et donc ça c'est la somme de i égale 0 à n-1. Ah j'ai oublié le m ici, quand je majore ça, là il y a un m qui est là, que j'ai oublié. Ça c'est plus petit que m fois ça, donc là il y a toujours un m qu'il faut que je rajoute. Donc le m qui est dans la somme, je peux le sortir. Et sigma i plus 1 moins sigma i, je sais que comme j'ai des intervalles de longueur b moins a sur n, je sais que c'est b moins a sur n, le tout au carré. Puisque c'est le tout au carré, en fait, je peux dire que c'est le numérateur au carré divisé par le dénominateur au carré. Et ce truc-là, je le somme n fois. Et vous voyez, ça ne dépend plus de i. Donc je peux dire que c'est égal à m fois ce terme, donc b moins a carré sur n au carré, fois le nombre de termes, et ici le nombre de termes c'est n. Donc si je reviens à ce que j'avais au début, l'intégrale entre a et b de f de x dx, moins la somme de Riemann, donc la somme des aires des rectangles, n-1 de f de sigma i b-a sur n. Alors le b-a sur n, je peux le sortir ou le rentrer, ça dépend de si j'ai envie ou pas, c'est la même chose. Et bien ça, c'est plus petit que m, facteur de b-a au carré, sur n. Et maintenant, vous voyez, quand je fais tendre n vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc, ça prouve bien que ceci, cette suite-là, quand n tend vers l'infini, ça tend vers l'intégrale. F de sigma i fois b moins a sur n
ça tend vers l'intégrale de a à b de f de x dx. Et donc ça me conclut ce théorème que vous avez déjà vu, que vous avez appelé la méthode des rectangles en informatique. Et ici, on l'a démontré dans le cas de classe C1. L'outil, quels sont les outils qu'on a utilisés? Alors, on a utilisé Chal, on a utilisé la linéarité de la somme pour regrouper ça sous une seule somme, la linéarité de l'intégrale pour regrouper ça sous une seule intégrale, l'inégalité triangulaire pour avoir la somme des intégrales de la valeur absolue. Là, j'ai utilisé mon inégalité des accroissements finis, j'ai appliqué le fait que m était m nietzschienne. Et puis après, j'ai majoré en calculant les sommes et les intégrales. Et donc, j'ai bien obtenu le résultat voulu. Donc, on va voir maintenant un petit exemple. Donc, d'abord, remarque, la démonstration montre la vitesse de convergence de la somme de Riemann vers l'intégrale. Ben oui, parce que ici, vous voyez, j'ai bien un truc en 1 sur n. Donc, si je sais que m vaut 1, par exemple, que b vaut 1 et que a vaut 0, donc ici, j'aurai 1. Si n vaut 1000, par exemple, je calcule ça avec n égale 1000, j'aurai que mon erreur, c'est-à-dire l'écart entre la limite et ma somme, elle est plus petite que 1 divisé par 1000. Donc ça me permet d'avoir une vitesse de convergence converge en 1 sur n. Alors, maintenant, imaginons qu'on vous demande la limite de ça. Alors quand vous avez un truc comme ça, avec un truc en 1 sur n, une somme de k au carré, une somme de k et k qui varie, c'est en général des sommes de Riemann. Donc il faut retrouver de quelle fonction c'est. Alors quand c'est comme ça, un petit conseil, vous pouvez toujours poser a égale 0 et b égale 1. Si on veut retrouver une somme de Riemann. Donc si je fais ça, si je prends f, une fonction que pour l'instant je ne la connais pas, je sais que la somme de i égale 0 à n-1 de f de sigma i, mais c'est qui sigma i? Je sais que c'est a plus i facteur de b moins a sur n. Ça tend vers l'intégrale entre a et b de f, si j'ai une fonction f qui est continue. Je l'ai démontré dans le cas de fonction de classe C1, mais le cours me dit que c'est vrai dès que f est continu. Et ici, je prends a égale 0 et b égale 1, donc ça c'est un conseil, parce qu'en général, ça facilite votre recherche. Ah oui, j'ai oublié le b moins a sur n. Donc ici, je remplace b par 1 et a par 0. Ici, j'aurais du 1 sur n fois la somme de i égale 0 à n, de, alors je remplace a par 0, b par 1, donc ici j'ai directement de f de i sur n. F de k sur n. Ça tend vers l'intégrale de a à b de f. Donc maintenant, si on veut retrouver vers quoi ça tend, il faut savoir à quelle fonction f je vais appliquer ce théorème-là. Donc ça, c'est le théorème que j'ai pour toute fonction f continue quand je pose b égale 1 et a égale 0. Et vous voyez, ici, j'ai du 1 sur n au cube, et ici, j'ai du 1 sur n, donc ça ne me va pas tout à fait. Et là, j'ai du f de k sur n, donc je ne vois pas trop à quelle fonction f je vais le poser, étant donné qu'ici, j'ai du k au carré, mais j'ai pas de n. Ah oui, ici, j'ai oublié le mot f. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que le 1 sur n au cube, je vais en laisser un 1 sur n devant, et je vais mettre du n au carré dedans. Comme ça, ma somme, c'est 1 sur n fois la somme de k égale 0 à n-1 de k sur n, le tout au carré. Et donc ça, si je veux le reconnaître comme une somme de Riemann, quelle fonction f il faut que je pose ici, étant donné que ici, je dois avoir du f de k sur n. Et bien ici, du coup, maintenant, j'ai envie de poser la fonction carré, parce que ici, vous voyez, je veux f de k sur n, donc je veux une fonction qui m'envoie du k sur n par k sur n au carré. Donc ici, je vais poser la fonction qui a x donne x au carré. Et comme j'ai posé a égale 0 et b égale 1, je la pose seulement sur l'intervalle 0, 1. Donc ça, c'est une certaine fonction qui est continue. Elle est polynomiale, donc elle est continue. Et l'avantage, c'est que cette somme-là, je peux l'avoir comme 1 sur n fois la somme de k égale 0 à n-1 de f de k sur n. Et donc, si j'applique mon théorème des sommes de Riemann, je sais que ça tend vers l'intégrale de a à b de f. Mais ici, a et b, j'ai pris a égale 0 et b qui vaut 1. Donc ici, c'est l'intégrale de 0 à 1. De qui? Eh bien, de ma fonction f. Ma fonction f, c'est la fonction qui a x carré, c'est x carré. Donc ici, j'ai x carré dx. J'ai cette intégrale-là à calculer. Et ça, je sais la calculer. Je connais une primitive de x carré, c'est x au cube sur 3. Donc ici, cette intégrale vaut 1 tiers. Et donc ici, j'ai démontré que la somme qu'on m'a demandé,
elles convergent bien vers un tiers. Donc conclusion, la limite de 1 sur n au cube plus la somme de k égale 0 à n-1 de k au carré tend vers un tiers quand n tend vers plus l'infini. Je peux marquer comme ça, du coup il n'y a pas de limite. Et voilà, et donc ça me permet de savoir vers quoi tendent des sommes comme ça quand il y a du k égale 0 à n, de quelque chose en k, avec du quelque chose par n, en réorganisant bien les n et les k au bon endroit et en reconnaissant bien la bonne fonction, je peux appliquer ce théorème-là. Et conseil que je vous donne, cherchez toujours à poser a égale 0 et b égale 1, par exemple. Alors, ça marche assez souvent. Comme ça, ici, le b-a directement, c'est du 1. Et ça vous permettra de trouver la fonction f qui marche bien, si c'est une somme de Riemann, si c'est une méthode des rectangles. Voilà, c'est tout pour ce cours.